Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Raphaël Moreau. Raphaël, bonjour. Bonjour Frédéric. Raphaël, vous êtes le gérant, vous intervenez sur deux fonds chez Amiral Gestion, Sextant PME et Sextant Europe. On est ensemble pour faire le point sur l'environnement qui est assez compliqué entre les Chinois qui disent qu'il faut stocker de la nourriture, l'inflation qui revient, le Covid qui repart en flèche. Vous n'êtes pas un peu inquiet ? Bon, je crois que ça fait 2 ans que l'environnement il est compliqué. C'est vrai. Donc on s'habitue, et puis en bourse, de manière générale, une incertitude chasse l'autre. Donc Il faut être souple. Il faut être souple, exactement. Mais c'est vrai que les pénuries de matières premières, les ruptures de chaîne d'approvisionnement, de l'inflation, des pénuries qui disparaissent et puis d'autres qui réapparaissent. On parle du magnésium en ce moment, comme une pénurie potentielle qui pourrait arriver. Donc là, il y a très peu de sociétés, en tout cas dans la vente de biens marchands, qui ne se sentent pas concernées de près ou de loin par les difficultés actuelles. Puis, là, en France, on a le CAC 40, c'est vrai, qui franchit un nouveau sommet. Il y a des semaines, on se dit, ouais, on va corriger, on va boire le bouillon. Et puis il y a des semaines, on se dit, c'est reparti comme en 14. C'est compliqué quand même. Oui, bah c'est vrai que... les gens s'interrogent en fait sur l'impact sur les marges. Nous, on a beaucoup cette question en tant que gérant de fonds de la part de nos clients. Mais alors du coup, concrètement, quand on est gérant, vous, même s'il y a des doutes, il y a bien un moment, il faut que vous fassiez des allocations, que vous fassiez des choix. On invite comment, vous faites comment avec vos fonds ? Ce qu'il faut regarder au niveau des entreprises, en bottom-up, dans ce contexte général, c'est le pricing power finalement des entreprises. Le pricing power, c'est un peu le muscle qui va permettre à une entreprise de ne pas se faire imposer finalement le contexte extérieur et de pouvoir se défendre sur ses marges. Et dans l'ensemble... l'impact, il est assez faible sur les marges de ce contexte inflationniste notamment. Pour ces entreprises qui ont ce fameux pricing power. Oui, mais en fait, le contexte actuel, il est plutôt porteur. Parce que comme il y a des risques de pénurie dans un contexte de forte demande, en fait, de manière générale, ça donne du pricing power aux entreprises. Parce que finalement, elles peuvent quasiment choisir leurs clients et elles choisissent ceux qui payent, bien sûr. Raphaël, est-ce qu'on peut illustrer ça par l'exemple, un exemple d'une entreprise qui a, comme vous dites, du pricing power, et puis un contre-exemple, une entreprise qui est peut-être bien, mais dont vous dites, elle a du mal à préserver ses marges et à maintenir ses prix. Un exemple assez parfait, c'est Recticel, une société belge dont on est actionnaire, qui fait des panneaux d'isolation, donc pour la rénovation des bâtiments. Donc évidemment, un secteur structurellement en croissance. À cause du réchauffement climatique et également conjoncturellement bien stimulé par les plans d'aide. Bon, là, il y a une très forte inflation sur les coûts parce qu'ils utilisent différentes matières premières, notamment à base de pétrole, pour fabriquer ces panneaux d'isolation. Mais là, la demande est très forte. Les hausses de prix, elles passent instantanément et en totalité. Donc là, il y a une vraie capacité à fixer ses prix, à préserver les marges. Et puis, exactement. Et puis, il y a d'autres secteurs. Alors, le secteur le plus compliqué, le plus impacté, où c'est assez désagréable à gérer, c'est le secteur des équipementiers automobiles, qui, eux, c'est une situation un peu particulière. Ils sont squeezés entre des ruptures de chaîne d'approvisionnement et puis une demande des particuliers qui est en baisse, non ? C'est pas. Alors, la demande, elle est forte. La demande de véhicules, donc les constructeurs s'en sortent très bien. Mais les équipementiers, eux, ils subissent le stop-and-go permanent des chaînes de production de leurs clients. Parce que c'est tout un environnement, un écosystème d'équipementiers. Il suffit qu'il y en ait un qui n'arrive pas à livrer le jour J pour que tout le monde doive s'arrêter. En face, ils mettent des salariés, des coûts, etc. Et donc ça impacte les marges. Nous, on a du Ackwell en portefeuille dans le secteur. Ackwell, on rappelle ce que c'est en un mot. Voilà, un équipementier automobile qui est spécialisé dans la gestion de fluides. Voilà, donc des tubes en plastique, en caoutchouc, en métal. Des durites, tout ce qu'on veut. Voilà, et donc lui, il est pris dans ce principe un peu du maillon faible. Il suffit qu'il y ait un des fournisseurs qui ne soit pas au rendez-vous, et on est obligé de l'attendre. Tout le monde l'attend. Exactement. Donc là, ils ont prévenu alors ils ont publié un bon premier semestre. Ils ont prévenu que le deuxième semestre, mais comme tous les équipementiers, serait un peu plus compliqué. Mais nous, on voit plutôt ça comme une opportunité de se renforcer, parce que c'est comme tout, ça finira par passer. Raphaël Moreau, vous êtes actif sur le fonds Sextant Europe, le fonds Sextant PME qui investit en Europe. Elle a une question un peu provocatrice. Est-ce qu'il est encore temps d'investir en Europe ? C'est cher, non ? Là, on a le CAC 40 qui vient de franchir un record historique, on est content. Et en même temps, on se dit, est-ce que ça ne va pas consolider et reprendre son souffle ? Oui, en fait, l'environnement, il reste très constructif, moi, je trouve. Et d'ailleurs, toutes ces incertitudes, finalement, elles participent de fait que les valorisations restent sages en moyenne. C'est vrai qu'il y a toute une partie, tout un pan d'actifs qui est cher, voire très cher. En Europe, ça reste raisonnable. Et en particulier sur les small caps,
sur les small caps, ça reste très, très raisonnable. Alors c'est vrai que moi je vois deux raisons à investir sur les small européennes. La première, c'est que ça surperforme massivement. Donc le CAC 40, il vient de franchir son plus haut historique de 2000, mais les petites valeurs, le CAC Small, il l'a franchi depuis très longtemps. Il est plus de 2 fois supérieur à son niveau de l'an 2000. Donc elles surperforment parce qu'elles ont une capacité à croître plus vite, parce qu'il y a un meilleur alignement d'intérêts aussi entre les dirigeants, qui sont souvent des fondateurs ou des familles, et leurs actionnaires. C'est le grand argument, à savoir qu'il y a une gouvernance qui souvent est plus en faveur de l'actionnaire. Absolument. Et les valorisations, elles restent dans leurs normes historiques, à 1,5 fois les fonds propres environ sur les small caps européens. Allez, une toute dernière question, Raphaël Moreau. Dans le cadre d'un portefeuille, d'une allocation, quel poids on donne aux actions européennes sur la poche Europe? Alors, je sais que vous êtes gérant et pas allocataire, donc ce n'est pas exactement votre business, mais est-ce que vous faites des recommandations dans ce domaine-là? Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à long terme, si on raisonne dans une logique de très long terme, les small caps vraiment surperforment et aujourd'hui sont vraiment dans leur moyenne historique. Donc dans une logique de elles peuvent être plus volatiles dans certaines phases de marché, mais à très long terme, moi je suis très constructif sur ce segment. Ça sera le mot de la fin. Merci Raphaël Moreau d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci Frédéric. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Julien Cahuela. Julien, bonjour. Bonjour Frédéric. Julien, vous êtes responsable relations investisseurs chez Pierre Premier Gestion. On reviendra sur cette maison qui n'est pas encore très connue. Votre actualité, c'est qu'il y a une petite fenêtre de tir, là encore, d'un trimestre pour investir sur un de vos fonds. Exactement, PPG Hôtel Premier. PPG Hôtel Premier. Bon, c'est quoi ce fonds? Alors c'est assez simple, c'est un fonds sur de l'hôtellerie, mais de l'hôtellerie ce qu'on appelle super économique. D'accord. Voilà, en fait on s'est rendu compte que dans ce contexte assez compliqué, on pouvait avoir un intérêt pour de l'hôtellerie, ce qu'on appelle super économique. Donc pour mieux comprendre, c'est les Formule 1, les premières classes, les carrières directes. Voilà. Parce que l'hôtellerie, avec le Covid qui repart, on est tous à se dire, oh là là, tout va se reboucler, les touristes vont plus venir en balade. Donc l'hôtellerie, c'est un peu risqué quand même. C'est tout l'intérêt de ce fonds en fait. Parce qu'en fait, c'est pas les touristes qui vont faire la majeure partie de la clientèle. Ok, c'est de la clientèle familiale ou professionnelle? C'est surtout professionnel en fait. On a beaucoup d'ouvriers par exemple qui vont venir travailler en face sur un chantier, qui vont avoir besoin de travailler, ou des commerciaux effectivement. Ok. Quel statut ce fonds? C'est de la pierre papier mais c'est pas une SCPI? Non, c'est un FPCI. Donc c'est ce qu'on appelle du private equity immobilier. Ok. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la maison Pierre Premier. On peut. Pierre Premier Gestion. Pierre Premier Gestion, effectivement. Qui a maintenant 4-5 ans? C'est 5 ans, voilà. On a été fondé en 2015 et notre premier fonds date de juin 2016. Alors, on est une équipe assez jeune, mais vous connaissez peut-être le cofondateur, qui est Joseph Châtel. Ah bah oui, anciennement DNCA Finance. Voilà, qu'on a connu dans d'autres maisons. Exactement. Votre spécialité, c'est de l'immobilier avec des statuts FPCI, OPPCI. Voilà, on fait les deux. On fait de l'OPPCI, donc ce qu'on appelle un organisme de placement professionnel collectif dans l'immobilier. Donc ces fonds-là, c'est vraiment que les murs. On achète vraiment que les murs. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle de l'immobilier de portage. On est très, très sur la dette. En fait, on va chercher de la dette, long terme, en général du 15 ans. Et en fait, c'est tout simplement, on va rentrer en bail commercial, les loyers vont venir payer cette dette bancaire, et c'est ça qui va améliorer la performance du fonds. Pierre Premier Gestion, vous travaillez avec le réseau des CGP, oui. Uniquement ou avec d'autres partenaires? Alors c'est majoritairement les CGP, et d'ailleurs c'est eux qui nous apportent de l'assurance vie au Luxembourg. Donc on travaille un peu avec de l'assurance vie au Luxembourg, mais via les CGP en général. D'accord. Et je le rappelle, on est sur plutôt une clientèle de CGP qui travaille avec des investisseurs relativement fortunés, puisque le ticket minimum... C'est 100 000 euros. C'est 100 000. Voilà, effectivement. En fait, c'est pour pouvoir investir, nous, ce qu'on sait faire, c'est de l'immobilier. On sait faire de l'immobilier, on ne sait pas forcément gérer des actions, on n'est pas là pour gérer de la liquidité. Donc, en fait, seul l'OPCI professionnel ou les fonds professionnels permettent de faire des fonds, ce qu'on appelle pur immobilier. C'est-à-dire qu'on va mettre quasiment 100% d'immobilier et on ne va pas être obligé, comme dans un OPCI, d'avoir une part action, une part liquidité. Voilà. Donc, ça nous permet de faire ce qu'on sait faire et de le faire au mieux.
D'accord. J'aimerais, Julien, qu'on revienne sur un de vos fonds qui avait suscité pas mal d'intérêt au moment de son lancement, c'est le fameux fonds Burger King. Effectivement. Qu'est-ce qui devient ce fonds Burger King? Alors, on rappelle, c'est un fonds qui investit dans des murs de fast-food. Exactement, dans les murs des restaurants Burger King, exclusivement. Que Burger King? Oui, alors on a quelques Quick, parce qu'en fait, Burger King... Diversification? Alors non, pas spécialement, c'est parce qu'en fait, le groupe Bertrand, qui a la master franchise Burger King, a racheté Quick. Et petit à petit, il transforme les Quick en Burger King. Donc en fait, voilà, on a acheté des Quick pour les transformer à venir en Burger King. D'accord. Ouais. La zone géographique? C'est la France, on reste sur la France métropolitaine. Et le but, voilà, c'est un fonds qui a fait un peu plus de 95% de performance aujourd'hui, en 5 ans. Et on peut encore rentrer, effectivement, parce que nous venons d'acheter pour 50 millions d'euros de Burger King. On va acheter sur les prochains trimestres. Et est-ce que c'est pas dangereux d'être marié, entre guillemets, avec une seule marque, avec la marque Burger King? Souvent, un des principes qu'on donne en matière de gestion, c'est la diversification. Effectivement, ce qu'on peut faire, c'est diversifier en prenant plusieurs fonds. Mais c'est vrai qu'il y a deux théories. Soit on se dit, effectivement, c'est qu'une seule enseigne, donc il y a un risque. Si le risque, il n'y a jamais zéro risque. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait de l'immobilier avant tout. Donc si jamais la marque venait à partir, on pourrait aller relouer. Voilà, il y a un actif, super emplacements. Il y a un actif avec des emplacements. Exactement. Et si la marque venait à trébucher, entre guillemets, il y aurait une clientèle des super emplacements pour ces sites. Pour donner un exemple à ça, on a déjà des chaînes de boulangeries qui nous ont demandé si on n'était pas vendeur de ces emplacements. D'accord, donc là on vous sent serein sur cette question. Oui, je pense qu'on est assez serein. Après, on sait jamais. Il y a toujours des possibilités de baisse de la valeur locative, effectivement. D'accord. Julien Cahuela, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Michel Audban. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, vous êtes le directeur général de Gemway Assets. Gemway Assets, c'est un gérant d'actifs français spécialisé sur les marchés émergents. On est ensemble pour faire le point sur la Chine. C'est compliqué, la Chine, en ce moment. Il y a un durcissement du ton politique, le Covid, comme partout dans le monde, revient. Les autorités disent aux particuliers de stocker de la nourriture. Est-ce qu'il faut vraiment investir en Chine ? C'est une bonne question. On pense oui aujourd'hui. On a été négatif pendant un an. À partir de mi-novembre dernier, on est rentré négatif au moment où ils ont arrêté l'IPO sur Ant Group. Là, on se dit... on rentre dans une période de régulation, on ne sait pas trop où ça peut aller, mais ça va être long et ça va être un peu compliqué. On a eu des petits soucis de liquidité derrière. On a vu les Chinois qui ont retiré de la liquidité parce que la croissance était trop forte. Et donc, on a sous-pondéré. En fait, on était largement surpondéré action 1, sous-pondéré sur tout le reste massivement. Ça, c'était il y a un an. Et maintenant, votre sentiment à l'égard de la Chine, c'est quoi? On reste prudent, on y va Eh bien, on y va. On a coupé la sous-pondération il y a quelques semaines parce que cet aspect liquidité n'est plus là, bien au contraire. Maintenant, ils remettent de la liquidité. On a des prix qui sont très bas. La Chine est 40% derrière l'Europe depuis le début de l'année. Et on voit maintenant un momentum qui est beaucoup plus favorable pour les mois à venir. Donc, on est revenu surpondéré sur la Chine. Sur le fond global, on a 5% de plus. On est à 40 contre 35. Je le disais, Michel, votre maison est un des spécialistes français des marchés émergents. Et entre autres, vous gérez un fonds qui s'appelle Gem China, spécialisé, dédié aux actions chinoises. Ouais. Ça donne quoi? Ça donne 39% l'an dernier, plus 17%. Cette année, évidemment, c'est plus compliqué. On est à 1,2, plus 1,2. On a donc 4% on reste d'avance positif. On reste légèrement positif. L'indice est à moins 3, donc on est à 4% d'avance sur l'indice. Mais évidemment, c'est plus compliqué. C'est un fonds qui est... Sa spécificité, c'est d'avoir une part importante d'actions A. Shanghai et Shenzhen par rapport aux concurrents, on pense que c'est un fonds qui est très bien préparé pour l'avenir. Alors je ne vais pas dire votre plus beau coup, mais le mouvement que vous avez fait, dont vous êtes le plus fier sur ce fonds en 2021, récemment. Fier, est-ce qu'on peut en parler? Vous êtes à l'aise pour parler des valeurs? Oui, il n'y a pas de souci. Fier, je ne sais pas, mais enfin, il y a un titre. Vous dites, là, on a fait notre job... bien. Voilà, un titre qui est intéressant, d'autant plus que le fonds est ISR, le label, c'est un des quelques fonds chinois à avoir le label ISR, c'est LONGi. LONGi qui est tout simplement le leader mondial du panneau solaire, qui est une très belle société,
qui a fait de très belles performances cette année, qui a contribué à la performance de GEM China. C'est un titre qui est intéressant parce que vous savez que la Chine s'est engagée à être en neutralité carbone en 2060. Or, aujourd'hui, c'est quand même le plus gros pollueur du monde. Ouais, oui. 60% de... C'est l'usine du monde, donc fatalement. Et oui, puis en plus, une usine qui tourne au charbon. 60% de l'électricité est produite en charbon. Donc il va falloir que ça change. Et typiquement, ils vont s'appuyer sur l'Onghi. On en est sorti, tactiquement. Là, sur cette valeur. Oui, sur cette valeur-là, parce qu'on s'attend des résultats trimestriels pas trop bons. Et puis si c'est un petit peu ce qu'on pense, si ça corrige, on y reviendra. Vous fixez un objectif de cours et vous sortez quand l'objectif est atteint. C'est quoi votre stratégie de portage quand vous avez une valeur en portefeuille? Non, on ne fait pas ça parce qu'on est sur des émergents. On a des titres qui peuvent faire x10, x50. Tencent a fait x1000 depuis qu'on l'a en portefeuille. Donc si vous mettez des objectifs de sortie, vous sortez une fois que vous avez fait 40% et après vous voyez le reste parce que c'est toujours compliqué de revenir. Donc non, on n'a pas d'objectif. En fait, on reste tant qu'on a confiance et qu'on est confort et tant qu'on comprend où va l'entreprise, c'est ça? Et tant qu'on n'est pas déçu. Tant qu'on n'est pas déçu. Okay. Et cet exemple, avec la volonté politique des autorités chinoises à horizon 2050-2060, avoir rééquilibré la balance écologique, vous dites c'est un régime fort, voire un peu autoritaire, donc il y a un moment, il y a certaines entreprises qui vont bénéficier de choix politiques. Très clairement. Ok. Donc il faut y rester. On va parler un peu d'avenir, on est en fin 2021-2022, vous voyez ça comment ? Sûrement... Sur les émergents, mais aussi plus largement sur l'environnement. Alors on va se limiter aux émergents. Sur les émergents, on voit un scénario un peu inverse de ce qu'on a connu cette année, ou même plus globalement d'ailleurs, avec plutôt un tapering aux États-Unis. Ouais. Donc le tapering, c'est on referme un peu les robinets monétaires. Exactement. Et on fait le contraire en Chine. D'accord. On remet de la liquidité, de leasing, on remet de la liquidité en Chine. C'est un scénario qui habituellement est très favorable à la Chine, qui peut être clairement défavorable, tapering émergent. Rappelez-vous 2013. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. En 2013, les Américains annoncent qu'ils s'apprêtent à refermer un peu la politique monétaire. Les investisseurs quittent les marchés émergents et dans la foulée, les devises émergentes s'effondrent. Oui, c'est un risque qui est présent. On pense que cette année, ça risque d'être un petit peu moins le cas. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'on part d'un point... Alors on parle des fragiles là, les fragiles c'est celles qui se sont effondrées en 2013, la Chine n'avait pas bougé, c'est-à-dire Afrique du Sud, Brésil, Russie, Indonésie, etc. Ces fragiles aujourd'hui sur l'aspect devises, elles étaient au plus haut en 2013, juste avant le tapering, et donc elles ont chuté violemment. Aujourd'hui elles sont pas au plus bas mais quand même, entre 0 et 10 elles sont à 2-3, donc elles ne tomberont pas du 10e étage si jamais elles devaient tomber. Deuxièmement, en 2013, de manière agrégée, ces pays avaient un fort déficit de balance courante. Aujourd'hui, de manière agrégée, ces pays sont très fort. Ils étaient à moins 1,5 de balance courante, ils sont à plus 1,5 pour être simple. Donc la situation est carrément opposée. Tout ça devrait être un peu plus favorable, mais il va falloir rester très attentif sur les pays que j'ai cités. Alors, Russie peut-être mise à part, qui profite du niveau du pétrole. Oui. Les autres, entre autres le Brésil, ça risque d'être compliqué. Ok. Donc sur l'environnement macro 2021, le tapering américain, parce qu'effectivement, reprise dans l'inflation, c'est l'histoire écrite. Easing chinois. Et pour les émergents, il faut être un petit peu sélectif, mais ça va être un environnement globalement porteur. C'est ça votre thèse d'investissement ? Ça a toujours été le cas. Et donc je pense que ce sera le cas. C'est clair. Michel Audemand, merci d'avoir été avec nous.